Bonjour, bonsoir à tous. L'ENSA Grenoble, ça commence à être une histoire qui dure. On est content de voir que Bastia attire toujours et que les profs ont l'air toujours d'être intéressés pour présenter cette ville comme sujet de travail aux étudiants, dont il ressort chaque année beaucoup de choses intéressantes. Le Tessin, pourquoi cette petite... il y a un petit truc affectif là-dedans. C'est un petit peu de filiation que je vais vous parler aujourd'hui. En vous disant, déjà, Corse et Tessin, pourquoi? Petite curiosité géographique. Quel lien peut-on trouver entre notre île, certes d'un environnement italien, et ce canton suisse, certes aussi de langue italienne à l'origine, mais en dehors de ça, qu'est-ce qui nous relie de manière évidente? Eh bien, c'est l'architecture qui nous relie, et plus particulièrement l'histoire. Vous allez un petit peu comprendre au fil du propos, je vais en venir. Les liens historiques entre la Corse et le Tessin en matière d'architecture, ils sont anciens, et c'est pas une parenthèse stylistique dans l'histoire de l'architecture, c'est un lien de transmission, de formation. On a nos enseignants ici, vous allez comprendre, et parfois d'implantation. Donc depuis le XVe siècle, des maîtres stucateurs, maçons, ingénieurs viennent, des générations de bâtisseurs qui viennent en Corse et qui prennent part active aux grands chantiers de l'île, donc des églises, des ponts, des tours, et ce dans toute la Corse et depuis plusieurs siècles. Voilà un petit peu l'ère d'influence de ces Tessinois qui ont quand même rayonné énormément en Europe. À savoir que dans les grands récits d'architecture européenne, on oublie souvent ce qu'on appelle les marges et les périphéries. On se centre sur les grandes capitales, et pourtant, c'est vraiment depuis ces zones en marge que les plus grandes choses émergent. Et donc ces maîtres, on les appelle maestri ticinesi, comacini, vantellami, donc tessinois de Côme ou de la vallée de l'Intelmi, donc ces vallées préalpines entre la Lombardie et le Tessin. Et ils sont tailleurs de pierre, architectes, stucateurs, charpentiers. Et leur savoir se transmet par lignée entière. Donc une intelligence empirique du chantier, particulièrement en Corse, bâtir dans des conditions difficiles avec les ressources du lieu pour que la chose dure. On le verra notamment sur l'architecture militaire, qui est votre thème un peu d'étude. Et donc c'est à travers cette influence directe que s'est développée en Corse une véritable école architecturale, insulaire, qui a connu son apogée au XVIIIe siècle, donc c'est l'âge d'or baroque de la Corse, un baroque original, identifiable, qui incarne une forme d'autonomie architecturale, coïncidence avec l'actualité de la Corse, mais c'est purement une coïncidence, née de l'adaptation de ce qu'ont apporté ces Tessinois, interprété et digéré en fonction par tout un territoire et sa culture. Et aujourd'hui, encore au XXIe siècle, voilà, on va en venir, ce lien demeure encore pertinent, et notamment dans la manière dont l'école tessinoise contemporaine a, dans les années 60-70, pu affronter avec intelligence les enjeux du territoire, la ruralité, la déprise dans les villages, une topographie contraignante en zone de montagne, et un attachement à un patrimoine aussi riche et sans passéisme, sans folklore, sans pastiche, en développant une vraie pensée architecturale critique et enracinée à la fois. Donc de la Castaliccia, région montagneuse du centre de la Corse, à Monte Carasso, on va dérouler un fil que vous allez comprendre. Alors pour mesurer ce que ces vallées ont donné à l'Europe, un seul nom suffit, Francesco Borromini, le grand maître du baroque romain, qui est né à Bissone et sur le lac de Lugano, fils de tailleur de pierre, et donc le même terreau qui a envoyé un certain nombre de maîtres qui ont traversé la Corse et qui ont marqué en l'occurrence aussi le centre de ce qu'on appelait le monde occidental civilisé chrétien de l'époque, en révolutionnant notamment les formes. En Corse, ils viennent au XVe siècle essentiellement sur de la commande militaire, donc notamment de Gênes, donc Giovanni Giacomo Palearo, le Fratine, on va passer vite, mais pour vous donner un petit aperçu sur les tours, un des modèles les plus élaborés sur le golfe de Saint-Florent,
la citadelle d'Ajaccio au moment où naît vraiment et se développe le tracé bastionné un siècle avant le fameux Vauban. Des projets à Majorque, Alghero, Gibraltar, donc vraiment dans toutes les citadelles de Méditerranée. Un autre, Domenico Pell au Fort d'Aler, il y a la tour de la Mortelle, de la Gira, il y a la citadelle d'Algaiola. Un autre tessinois, enfin non, de Côme, pardon, qui redessine le port de Bastia, donc ce rocher n'existe plus, on pourrait mieux le situer les prochains jours. Donc le port tel que vous l'avez vu, il y a aussi un type de ces vallées préalpines qui en est à l'origine. Domenico Serré avec les murs de Calvi, Pellone au rempart de Bonifacio. Donc tout ça, la liste est longue, on pourrait passer des heures. Il faut retenir ce rythme, génération après génération, pendant 3 siècles, que les grandes commandes de l'île, par ces mains tessinoises, comasques, mais toujours des ingénieurs au service du pouvoir de Gênes, voilà, qui a un pouvoir rapporté ici, rappelons-le. Et ce qui nous occupe vraiment intellectuellement, ça commence ailleurs, notamment dans les églises. Au XVIIe siècle, les franciscains, très implantés en Corse, reprennent en charge les communautés paroissiales et habillent de décors baroques des églises médiévales en désuétude et dans un état de dégradation. Il y a une énorme campagne on va dire, de rénovation de toute une architecture sacrée qui va à cette époque-là avec la modernisation de l'église post-concile de Trente. Et pour les décors les plus riches, on passe commande, là aussi, à des maîtres, notamment tessinois. Et là, en fait, ils ne repartent plus, parce que le phénomène est différent, c'est que souvent ils s'implantent même, ils s'installent et vivent ici. On a voilà, divers jalons un peu originels, donc un certain Frichonne qui, au XVIIe siècle, réalise un hôtel dans un couvent de Balagne, qui est le plus ancien daté, par un Tessinois. Angelo Maria Fontane, qui est un des noms qui a marqué aussi, qui réalise le maître-autel de cette grande église de Piedigroce, et qui est parmi les chefs-d'œuvre de l'architecture baroque de Corse aussi, et dans laquelle est baptisé un certain Giovanni Raffaelli, qu'on va voir un petit peu plus tard, nom à retenir. Et Domenico Baigni, natif de Côme, qui, si on en parlera, Céline, après, sans question, qui introduit un nouveau langage, à la fois architectural mais aussi pictural, en réellement secouant les codes académiques, à la fois en intégrant tous les grands codes du baroque romain, mais en étant extraordinairement en avance, parce qu'en introduisant des motifs à base d'asymétrie, il a un demi-siècle d'avance sur, par exemple, le style Louis XV, qui se développera un demi-siècle ailleurs en Europe. Donc on a ce niveau d'anticipation. Donc l'église de la Porte en Castanic, c'est son chef-d'œuvre, et aussi là vraiment le chef-d'œuvre de l'église baroque corse, où on voit ces codes de l'architecture romaine adaptés avec la matérialité d'ici, qui est une matérialité assez rude, hein, c'est-à-dire qu'on contraste ce langage flamboyant avec simplement de l'enduit de chaux, des peintures murales, et des stucs, donc avec réellement un génie artistique et technique qui compense par le savoir-faire la grande sobriété de la matière. Voilà, là aussi peut-être un écho à la manière qu'on peut avoir de penser le projet d'architecture aujourd'hui. Petit point technique, ces maîtres apportent justement des techniques particulières, et notamment une redécouverte un peu récemment, le stucco lucido, donc le stuc brillant, on va dire, qui est une technique à fresque qui est héritée de l'Antiquité, que Vitruve décrivait déjà, et que des recherches, notamment Rino Fontane et Monique Trébert, des Suisses, restaurateurs suisses, qui ont énormément travaillé en Corse, identifient justement la Corse comme une concentration unique au monde, même d'édifices et d'œuvres réalisés sur la base de cette technique qui avait plus ou moins disparu depuis l'Antiquité. Voilà, donc un point aussi important et sans équivalent en Europe, sur lequel on pourra revenir. Et notre Giovanni Raffaelli, évoqué tout à l'heure, né à Piedigroce, est formé justement par ce maître tessinois qui réalise le maître-autel de l'église de son village. Peut-être que ça crée un lien, on ne le sait pas, un lien de proximité qui est né de l'endroit, parce que ce Giovanni n'est pas du tout d'une famille ni d'architecte, ni de stuccateur, ni de maçon. Et lui-même,
commence, elle est née en 1685 et en 1723, la date on s'en fout un peu, mais c'est juste pour vous donner un petit peu la chronologie, il réalise cette chaire à prêcher dans l'église de son village, où il applique vraiment tous les codes stylistiques et techniques de son maître. Donc là, on peut dire que la greffe a pris parce qu'un stuccateur corse applique les leçons retenues d'un maître du Tessin. Mais la transmission prise seule ne fait pas une école au sens d'une école de pensée, ou une école artistique, ou un mouvement. Ce qui fait école, c'est qu'à un moment, on innove, on invente. Et on invente à une date avec un petit détail, que malheureusement je n'avais pas de photo qui permettait de le voir, c'est l'introduction d'un petit motif pictural qui n'appartient à aucune des sources tessinoises qu'on avait ici, c'est Marguerite que Giovanni commence à représenter un peu partout. Alors pourquoi, on ne sait même pas ce que ça représente, mais ça devient sa signature. Et là en haut à gauche, mais en 1740, son fils en 1769, vous la voyez en haut. Donc sur des générations, on commence à représenter ces Marguerites comme une signature. Voilà. Et donc c'est à ce moment précis où on peut commencer à parler d'une invention plutôt que d'une seule transmission, et un peu symboliquement mais réellement d'une greffe qui devient une floraison locale. Voilà, donc encore des Marguerites, on en trouve par milliers dans toutes les églises baroques de Castaniche, c'est un truc extraordinaire. Et donc le fils de Giovanni, Ignacio Saverio, né en 1715, travaille aux côtés de son père. Donc il est formé par son père dans son atelier. Et dès sa jeunesse, il a 15-16 ans, ils commencent à travailler ensemble à tel point que les deux mains ne sont plus distinctes et que même les historiens de l'art ne se lancent pas à essayer d'attribuer une œuvre au père ou au fils. Et donc là c'est Parat, doré, ça c'est vous, on peut en parler aussi. On a un autel latéral où on suppose que c'est le père et le fils qui sont représentés d'un côté. J'avais zoomé sur celui-là, je n'ai pas l'autre malheureusement, mais c'était assez significatif de cette transmission, et on travaille ensemble de génération en génération. En Balagne, donc de la Castaniche, le foyer rayonne, on se déplace, et une église d'un village qui s'appelle Speloncat, une église collégiale. Encore plus tard, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Ignacio Saverio, donc le fils de Giovanni, forme lui aussi 2 élèves. Alors ça c'est officiel parce qu'on a des documents qui attestent de la formation, ce qui est quelque chose d'assez rare dans un métier où tout se faisait par transmission orale. Et ça aussi c'est un indicateur d'une idée d'école, quand les choses sont officielles, écrites, et qu'on écrit ce qui se transmet. Plus tard, un de ses élèves, nommé Ipernec, si vous ne le retenez pas, c'est juste pour situer un peu les personnages du film, devient maître à son tour et continue de travailler dans cette église et à réaliser des choses, lui aussi dans le style de son maître. Et lui-même est engagé à enseigner à un apprenti. Et là, c'est un contrat notarié qui donne les conditions de la transmission du maître à l'élève, où là, c'est un fait même encore plus unique, parce que c'est véritablement un acte officiel et pas seulement un bout de papier, où il forme un certain Antonio Sartori delle Ville, qui est lui le fils d'un maître maçon lombard. Donc ce qui se passe, c'est que 2 générations plus tôt, la transmission vient des Alpes, et là c'est un Corse qui retransmet à quelqu'un en fait, qui est originaire de là-bas. Donc la transmission, la chaîne de la transmission s'inverse, et symboliquement, là aussi, on n'est absolument plus dans un phénomène qui est un peu la part belle, malheureusement, chez nous, c'est qu'on a fait que recevoir sans rien inventer, et tout ce qu'on a, c'est le sachant de l'extérieur qui nous l'apporte. Et tout ça, évidemment, c'est sourcé et validé scientifiquement, donc c'est quelque chose qui est connu maintenant. Et la chaîne se poursuit, voilà, on est en 1800, et vous voyez qu'en 1800, on fait encore du baroque, alors que ailleurs en Europe, dans les grandes villes, on commence à pencher dans l'éclectisme. Et jusqu'en 1826, c'est la date la plus tardive qu'on ait, où on produit encore de l'architecture baroque en Corse. Pas par retard, on va dire, mais parce que, en fait, ça continue à avoir du sens dans les communautés locales, parce qu'on s'en foutait de suivre les modes, c'était quelque chose qui était véritablement attaché à une culture, et que c'était surtout une transmission ininterrompue. Donc on a 2 siècles là de transmission documentée, avec des paiements, des contrats, des signatures, des désignations nominales de maîtres et d'élèves,
de l'invention, où on arrive à comprendre ce qui a été inventé, ce qui est véritablement hérité de l'école précédente, et qui nous démontre qu'on a fait vraiment école. Et donc une école corse, voilà, donc à peser bien évidemment, une géographie cohérente, donc de l'épicentre de la Castagniccia qui se diffuse dans toutes les régions où il y avait une activité agricole un petit peu importante qui permettait de financer ça, donc c'est dans les régions riches de la Corse évidemment, le Cap Corse, la Balagne, et un peu sur la côte orientale, mais parfois jusque dans le sud, un système ornemental identifiable, et donc voilà, de la greffe, on a fait souche. Et cette démonstration, ça aboutit sur le fait qu'on a une école unique et des caractéristiques uniques qui, alors là je l'effleure, mais qui ouvrent, alors là c'est vraiment d'après moi, et c'est un travail en cours, à une légitimité de, en tout cas, poser la question d'une reconnaissance, notamment au titre du patrimoine mondial. Voilà, sur le patrimoine mondial, c'est l'approche universelle de l'UNESCO, de ce qu'est une valeur patrimoniale. C'est des critères qui sont établis par convention internationale, c'est des grands textes doctrinaux, et certains de ces critères s'adaptent parfaitement à ce corpus-là, notamment un qui caractérise les échanges d'influence dits considérables. Donc c'est un d'entre eux, la greffe et son retournement en état, on est revenu sur un système d'échange, et le témoignage exceptionnel sur une tradition culturelle, parce que à cette architecture sont liés des usages qui, même dans les communautés de village, notamment avec le chant, l'architecture religieuse, c'est aussi une matérialisation d'une autre expression de la foi qui n'est pas bâtie mais qui est chantée, et qui en Corse trouve un lien direct avec l'architecture dans laquelle elle est exprimée. Donc ça, c'est encore des choses qui sont à approfondir. Et après, cette technique dont je vous ai parlé tout à l'heure et son caractère unique au monde et au minimum en Europe, qui pourrait aussi, parce que ce facteur d'unicité, justifier qu'on puisse aller sans, alors pas de prétention, mais quand même en faisant un pari, à cette échelle de réflexion. Voilà. Mais, voilà, donc que nous disent ces églises de village? Il y a une façade concave, Ortipo et en Castagniccia, qu'on ne faisait pas dans certaines grandes villes européennes. Voilà. Elles nous disent voilà, que loin des centres, je vous disais au début, dans les marges, on peut faire école. Avec une manière aussi de construire, de s'implanter. L'église baroque, c'est un rapport à la topographie relativement particulier, avec la nécessité de se voir, d'être un repère dans le paysage, mais en même temps avec un certain respect de la chose. Une volonté de construire, d'habiter avec une forme d'humilité quand même, celle de l'architecture corse, parce qu'on n'est pas dans la débauche de matériaux dispendieux, mais dans une idée de faire de faire avec peu, pardon. Donc humilité, précision, toute cette démarche-là, de l'autre côté des Alpes, on la retrouve. Donc on revient 3 siècles après, aujourd'hui, au pays des maîtres. Et donc le Tessin, qu'est-ce que c'est dans ce petit canton suisse? Vraiment la périphérie, hein, avec aussi leurs propres problèmes identitaires. Ils sont de langue italienne, mais ils se considèrent pas comme des Italiens, mais comme vraiment moins bien, pas comme des vrais Suisses. Enfin, il y a un vrai questionnement d'ordre sociologique et de considération d'eux-mêmes, que ça, on l'a découvert en parlant avec des Suisses, et qui va, bon, vous le savez, générer un des foyers les plus stimulants, en tout cas, de la pensée architecturale contemporaine, d'une pensée critique. Voilà, ce qu'on appelle l'école tessinoise, qui n'est pas née comme des mouvements modernes avec un manifeste, mais qui est née un petit peu de fait de la conjonction de la pensée, de la manière d'agir sur leur territoire, de gens qui étaient implantés et qui étaient convaincus. Des villages en déclin, des reliefs contraignants, une tradition constructive, notamment vernaculaire forte, et la pression du modernisme rapide aussi, ces années 60, c'est partout, hein, donc c'est des choses qui nous rappellent à nous notre propre situation. Donc les maîtres ne partent plus à l'étranger, mais les architectes réinventent à domicile les règles du projet. Donc on ne cède pas à la standardisation. On va élaborer, en tout cas de manière pensée, une réponse contextuelle et exigeante
et avec une forme d'éthique. Donc on est quand même assez à rebours de l'héritage, une forme d'héritage moderne et du style international qui fait que partout dans le monde on peut adopter la même écriture. Donc un moderne ici qui n'est pas hors sol, qui est enraciné, qui est une forme même d'ascétisme et de minimalisme, mais qui n'est pas, on va dire, qui est pas de l'indigence, et une attache locale très forte. Voilà, donc, et le canton du Tessin devient ce foyer architectural majeur qu'on connaît, et pourtant sans grande métropole et sans capitale culturelle dominante. Voilà, c'est dans un pays de petites villes, de vallées alpines, de villages dans les pentes, que naît cette pensée architecturale singulière, contextuelle, et avec quand même une dimension humaine que voilà, certains aspects du modernisme avaient été complètement à l'opposé. Voilà, le trio Galfetti, Richard Roncat et Trumpy qui commence à imaginer l'architecture aussi comme autre chose que l'objet. On est là dans le paysage construit, vous connaissez, j'imagine, parce que vos profs, vous devez connaître. Donc ce bagno public de Benizzone, donc l'architecture qui lie tous les éléments du site. Et pour revenir à cette idée d'école, c'est cette école, j'aurais dû mettre entre guillemets, fondée 2 fois. Parce que voilà, dans la décennie qui suit, c'est les années 60, donc Botta, Snoz, Galfetti, Livio Vacchini, entre autres, les grandes figures, ne créent pas cette école au sens strict. Ils sont même parfois des personnalités très antagonistes, au niveau vraiment de personnes, mais ils sont unis par ce rapport à leur territoire et vraiment leur pays chez eux. Donc, et c'est leur point commun, c'est l'architecture qui naît du lieu, avec une compréhension de ce qui préexiste, sans pour autant hésiter à s'y confronter de manière parfois même un petit peu radicale. Voilà, sans s'attarder sur, j'imagine, vous êtes allés peut-être tous à Monte-Carnasso, le pèlerinage. Obligatoire. Voilà, donc bon, là on est sur une intervention d'architecture qui devient, dans ce bourg en déshérence, un vrai acte politique. Donc un plan directeur qui intègre les ruines, les bâtiments existants, ce qu'on préserve, ce qu'on rénove, et les constructions futures, avec cette idée d'une densité contrôlée, le vide structurant qui est un de ces aphorismes de Snoz, l'architecture c'est le vide, à toi de le définir, et l'interdiction de construire hors alignement, c'est-à-dire d'introduire même dans la ruralité, dans le village, une forme d'ordre, et ordre ne veut pas dire rigorisme, simplement fait que les choses soient un peu rangées. Donc des logements, le cimetière, une école, rien de spectaculaire, mais une forme d'ajustement en fait de tout. Et le projet reconstruit, on va dire, le sens dans un tissu abîmé par notamment la dégradation du temps et des phénomènes de la société qui a fait arriver là. Ça aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait particulièrement écho de notre manière, mais chez nous comme dans toutes les zones dites périphériques. Voilà, bon après, le mur épais chez Botta, mais qui est réduit à l'expression minimale chez Vacchini. Voilà, je vais passer là à cette recherche que vous connaissez aussi très certainement, je n'ai pas besoin de revenir, mais de dire qu'on a une architecture qui est mesurée, engagée, silencieuse, en tout cas tout ce vocabulaire un petit peu posé, qu'on peut mettre vraiment en confrontation par rapport aussi, il faut voir ce qui se faisait plutôt à l'époque et qui a couru même jusque dans le début des années 2000 où on avait carrément obligation, notre génération dans les écoles, selon qui on avait, de s'exprimer de manière parfois même pas de mots exubérante, là on a quand même une contre-voix dans le paysage architectural mondial qui est particulièrement intéressante quand on la remet dans son contexte et qui pour vous certainement aujourd'hui vous paraîtrait la normalité parce que on a changé d'époque mais bon, eux ils sont en avance. Et en 96, là aussi dans les années 90, dans l'ère du métal et du verre, ce pays, le Tessin, autour de ces quelques architectes convaincus, et ils fondent leur école, voilà, à Mendrisio, dans une petite ville
Donc leur académie singulière, sans budget, je crois même sans réelle autorisation. Enfin, ils disent, bon voilà, maintenant ce qu'on sait, on va le structurer, on va l'enseigner. Et là aussi, hein, l'enseignement comme acte politique, hein, mais politique au sens noble de la chose. Donc, une vraie prise de parole pour vous donner, au-delà de nos frontières aussi, sur ce qu'est une architecture et une formation architecturale qui est enracinée dans un territoire périphérique, et pour autant ouverte sur le monde. Et on le sait aujourd'hui avec l'attrait qu'a cette école notamment, qui fait rêver beaucoup d'étudiants et d'architectes bien loin du Tessin aussi. Donc voilà, et à partir de ça, ils ont su faire de leur pays, de leur région, de leur canton, avec leur langue, un laboratoire architectural, un centre de gravité culturelle, de se poser des questions, dans quelles conditions, avec quels outils, comment arriver à faire vraiment implanter ça et que ça devienne une composante majeure de ce pays. Voilà, chose aussi pour nous ici qui nous fait particulièrement rêver. Mais on peut dire qu'on pourrait aussi se l'imaginer nous-mêmes, et ça vaut encore une fois pour la Corse, mais pour toutes les régions qu'on pourrait qualifier de marge entre les grosses guillemets. Mais cette école-là, voilà, la Corse l'a déjà faite. Donc là, je me retourne un petit peu plus de nouveau vers nos architectes corses. Et parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, beaucoup de crises, mais des choses relativement optimistes et positives se produisent, notamment dans l'architecture. Et peut-être que le fil passe encore une fois par le Tessin. Si on compare le Tessin et la Corse, encore une fois, voilà, c'est pas les formes, bon, là, encore que, hein, on pourrait presque se dire, si on n'est pas vraiment familier de l'une ou de l'autre région, de savoir laquelle est où. Hein. Les toits en pierre, même si c'est une implantation sur la topographie, le même paysage anthropisé en terrasse, la même valeur de repère de l'église avec son architecture, de société agro-pastorale, de montagne, longtemps marquée par l'autosuffisance, par aussi une forme de précarité qui a conduit des vagues d'émigration, mais capable de produire des architectures d'une cohérence profonde. Donc une géographie rude, une culture du peu de choses, qui en fait une marque de fabrique. Le paysage anthropisé, c'est, vous voyez, la Castellaniche à gauche, aujourd'hui, toutes ces terrasses, ces kilomètres de terrasses, donc un paysage bâti. Hein. On est loin de l'image du village émergent de la nature sauvage, on bâtit pour planter et se nourrir et donc survivre. Et une caractéristique d'une architecture, compacité thermique, structuration claire, avec un socle, un volume principal, des couvertures identifiables, une matérialité forte avec la pierre, le bois et même la chaux, la terre, tout ce dont on parle aujourd'hui avec ce vocable matériaux biosourcés, géosourcés, on donne du nom technique, mais simplement c'est ce qu'on a sur place dans un rayon accessible à pied. Une économie de forme et une architecture qui traduit une logique de vie fondée sur la nécessité. Hein, voilà. Et des architectures vernaculaires qui ne sont pas décoratives, bien évidemment, et qui sont encore aujourd'hui éprouvées par le temps, en Corse comme dans le Tessin. Hein. Vous voyez, deux images de construction où la pierre structure tout, hein, des fondations jusqu'à la sienne des toits, même matériau, décliné dans toutes les capacités physiques qu'il a, pour tout ce qu'on pourrait y faire. Tout a un sens. Voilà, l'implantation, les ouvertures, qui traduit peut-être aussi une connaissance d'un contexte beaucoup plus fine que ce qu'on a été en tout cas incapable de faire, et encore une fois qui revient dans le sens de la réflexion, notamment de votre génération à vous, et on peut vraiment que s'en réjouir. Voilà, donc ces bâtiments sont, c'est Jean-Christophe Carton qui utilise ce mot, déduit le contexte. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne déduit pas une forme, on déduit toute une manière de le penser. Et c'est aussi ce que les architectes tessinois du XXe siècle ont su comprendre, hein. Voilà, donc, de savoir se confronter à la forme ancienne, de les prolonger dans une logique contemporaine, avec voilà, une ruralité sans complexe, un béton qui est une grande,
qui reste un matériau roi, même si d'autres choses sont utilisées là-bas. Un refus de décoratif inutile aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est voilà, dans cette idée de faire du peu, et avec uniquement ce qui va nous servir. Et donc là aussi, hein, on peut que rêver à s'en inspirer. Et donc si on parle de l'affiliation, moi je reste convaincu qu'on a cette idée déjà d'une école corse, toute proportion gardée, avec notamment des productions d'agences qui témoignent d'une vraie manière d'avoir intégré toutes ces questions-là, qui reprend, mais c'est peut-être même une question de génération que de géographie, on dira, mais en tout cas l'histoire et le passé entre guillemets comme une vraie référence du projet, et non pas comme quelque chose auquel il faut se confronter. Et même une vraie filiation avec le Tessin, parce que certains d'entre nous qui avons eu comme prof Jean-Pierre Vettorello ou Alain Calvi qui a été élève de Luigi Snoddi, donc 2 générations font que le même enseignement est arrivé jusqu'à nous, qui continue à se diffuser. Donc, et pas mal d'architectes en Corse aujourd'hui, parce qu'à l'époque ils étaient à Marseille, c'était notre école la plus facile d'accès, et on a eu cette filiation d'une génération. On a tous fait notre voyage en direct, en rencontrant leurs maîtres à eux, donc à une échelle quand même importante, parce que ça a pu structurer tout le cycle d'études entier, avant ce qu'on avait les ateliers verticaux, c'est-à-dire de la 2e année jusqu'au diplôme, le même cheminement doctrinal et théorique qui se transmettait entre Calvi en 2e année, Vettorello et Putz en 3e, et ainsi de suite, Fauroux, et une vraie transmission. Voilà, donc voilà, j'ai cité un petit peu les noms, par amitié, c'est évident, mais cette génération encore centenaire, je pense, oui, hein, toujours, oui, formés ailleurs d'ici, qui ont eu pour certains cette filiation directe. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, c'est heureux, hein, attention, mais bon, il faut bien faire une monographie d'architecture corse en plus. Or, le fond bien porté, je vous montre quelques images de projets rapides qu'on comprenne un petit peu, qui parlent d'endémisme, voilà, et je les cite à l'heure, il faut lutter contre l'importation d'une architecture mondialisée, là où l'endémisme doit être matière de projet. Bon, ça encore une fois, ils le disent eux, mais les autres, et tant d'autres peuvent se l'approprier. Ici à Porto Vecchio, dans le sud, ils réalisent une école et une maison de quartier, avec un béton, défioré un petit peu entre l'un et l'autre, le rappel de la forme, de la même roche dans le béton que celle qui constitue le rempart et qui lui donne sa couleur. Donc une inspiration juste en contrebas de cet ouvrage qui est assez facilement lisible quand on le voit sur place en plus. Voilà, avec une charpente en pin, la ville est en contrebas de la forêt de l'Hospédale, qui est une source de Palaric, qui sont ces pins de 30 mètres de haut, qui servaient notamment au bas de bateau, mais qui a un très bon bois d'œuvre. Et donc là, on a, dans le travail de ces agences-là, une méthode, eux, qui poursuivent même dans leur propre agence. Ça, c'est leur agence en contrebas de la ville de Corté. C'est des bergeries au bord du fleuve. On voit le bâtiment qui est juste à côté. Et donc voilà l'inspiration du vernaculaire qu'on comprend aisément, et le site est la première matière de ce qui devient réellement aujourd'hui une vraie théorie architecturale. C'est GZ d'architecture, Pascal Landon qui est là, et Julien Casalt. Voilà, alors là je vais montrer ce projet-là, parce que c'est un centre culturel à Corbar, au pied d'un de ces édifices baroques dans lequel on œuvrait ces maîtres tessinois du XVIIe siècle, en l'occurrence, donc on construit au pied de ceux qui ont généré cette école. Donc voilà, une réponse qui est de ne pas construire un objet, mais voilà, c'est le sol et la topographie du village qui se prolongent, qui se retournent et qui devient un bâtiment sur le toit duquel on marche, dans une logique topographique
Bon, là aussi, on ne le voit plus parce que c'est vert, mais on est sur un terrain jusqu'en haut, jusqu'au couvent, qui est tout cultivé en terrasse. Donc on comprend aisément la poursuite de ce paysage jusqu'au cœur vraiment du village, avec son église repère. Et vu de loin, on voit l'église qui est toujours repère, mais le bâtiment récemment construit, de la même matérialité, la même couleur que ce bâti civil, entre guillemets, donc les maisons, qui eux sont de la couleur du site, alors que l'église a ce blanc qui ne se voit de loin. Donc là aussi, voilà, on ne s'affirme pas et on considère qu'on ne va pas essayer de faire quelque chose qui va être plus grand que le site dans lequel on s'inscrit. Et à une autre échelle et avec une même méthode, un paillage, donc un petit ouvrage agricole, le programme un petit restaurant, parce que le propriétaire, un jeune, hérite de ce terrain avec cette petite construction que vous voyez en haut. Et à droite, voilà, cette main qui prend la terre, parce que le propriétaire, ce jeune, fabrique lui-même. Vous voyez des briques en bas, c'est pas l'idée de l'architecte qui impose ça, c'est le propriétaire qui fabrique ses briques et qui dit je veux faire mon restaurant à partir des briques de ma terre, de mon terrain et de la terre dans laquelle je fais pousser mes herbes aromatiques et mes légumes. Voilà, donc tout un symbole. Et voilà, la démonstration, elle est, on dira littérale, terre extraite, compressée sur place et construite à la fois en mur et en voûte. Voilà. Donc, le toit de ce bâtiment est fait de la terre de laquelle il est symboliquement et physiquement issu. Et donc, bien évidemment, dans le paysage, il a toute sa logique. Et ensuite, bien évidemment, nos amis et encadrants de ce workshop, j'ai été obligé. Voilà, le patrimoine comme source d'innovation architecturale, d'innovation, en tout cas de réflexion de projet. Le patrimoine, c'est pas l'objet figé dans le passé, c'est la source, c'est le conservatoire de techniques, de manière de faire et de penser qui est le plus adapté à un territoire et à ses conditions, parce que on le connaît, on sait comment gérer l'humidité, le vent, la température, garder la chaleur en même temps chez nous, aussi avoir le frais. Et moi j'aime bien, je vais montrer ça parce que c'était surtout sur même la manière de le représenter, plus que sur le projet en lui-même. C'est-à-dire aussi garder même dans la traduction mentale et par la main du projet cette petite notion d'attache. Voilà, ça vous pourrez en parler vous-même. Après, ça pourra faire l'objet de questions, mais bon, ce bâtiment, donc un centre de secours dans le village de Galère, qui est vraiment, pour ceux qui connaissent ou pas, pour n'importe qui vient de la Corse, c'est une impression de bout du monde, parce qu'on a l'impression d'être à 1500 km là-bas. Voilà, de faire quelque chose qui rappelle un petit peu un petit fort, de la couleur de la roche du site, parce que d'abord on est sur de la roche plutôt rouge, jaune, avec les granulats, il me semble, extraits à proximité, le béton fait avec la roche locale. 12 km. 12 km, voilà, donc béton et circuit court. Ça, il ne faut pas être non plus anti-béton, par principe, on peut faire du béton local et du béton circuit court. Et donc voilà, shortlisté auprès de la première œuvre, c'est bien ça, quand même disons-le, parce que ça témoigne aussi d'un rayonnement hors des frontières. Bon, les Tessinois l'ont eu une fois, nous à notre échelle, mais malgré tout, on est quand même assez fiers de leur rappeler que l'architecture corse aujourd'hui, c'était pas le cas il y a peut-être encore 15 ans, mais de plus en plus visible en dehors de nos frontières. Voilà, la CGZ qui est parrain de la promo des diplômés de Marseille. Et on commence à avoir une reconnaissance qui est assez... bon, on va dire que on voit que les choses et les fondamentaux auxquels ici on est attaché sont quand même de plus en plus unanimement partagés et qu'on s'aligne. Voilà, je montre aussi ce projet de réhabilitation, où là, je pense qu'on détruit plus qu'on construit sur ce projet-là. Donc, à peu près, à part quelques assises sur la tour. Voilà, donc en tout cas, on ne cherche pas à lui redonner sa silhouette entière. On retrouve simplement
la logique, en séparant de ce bâtiment à gauche qui a été plus récemment, aujourd'hui ils sont collés, hein, si vous voulez, c'est une image de projet. Mais bon voilà, en même temps, en cherchant à comprendre le sens, y compris le sens historique d'une tour qui est un édifice forcément isolé, donc une réflexion aussi que vous pouvez développer avec ces architectes. Et donc voilà, je voulais simplement illustrer par ça une méthode qui est une recherche, jamais de pastiche, jamais de choses qui sont faites uniquement par principe et par concept. De retrouver un petit peu en écho ce qu'on fait, ces rafales de père en fils, 2 siècles et demi avant, c'est d'essayer toujours de faire mieux, mais avec peu. On dit pas courage et la saille, ça veut dire, en gros, quelques gouttes font une grande rivière. Avec le peu qu'on a, ça fait beaucoup. Voilà. Et donc faire avec ce qu'on a, c'est un petit peu forcément ce qui guide la réflexion, particulièrement ici, mais pas seulement en tout cas. Et voilà, qui nous permet peut-être, je conclurai comme ça parce que j'ai déjà été assez long, de me plaire à imaginer que de tout ça arrivera à naître quelque chose de plus structuré, construit. On voit qu'aujourd'hui, ça peut même être transmis dans l'enseignement à travers ces figures de workshop. On espère peut-être qu'un jour, certains, pas tous du même avis, mais avoir aussi notre école, pourquoi pas dans nos propres murs. Tout ce que votre présence ici et la présence régulière des enseignants de nos écoles nous confortent là-dedans. Donc j'espère que tout ce que vous faites permettra de nous en approcher. Et je vous remercie. Voilà, vous voulez parler tous les deux de vos projets. Sébastien, ce matin on regardait les frontons. Ce matin on regardait, on est rentré dans Sainte-Croix. On disait que voilà, on arrivait devant un fronton très sobre, très passe-partout. Et on disait qu'au final, quand tu as montré l'église de la Porte, par exemple, on a de l'opulence en façade. Et je posais la question, je ne connais pas de bâtiments autres que les églises qui ont des frontons comme ça, à part les maisons des Américains. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que... C'est toute cette architecture où en fait on représentait quelque chose. Certaines grandes maisons, ces maisons d'Américains, c'est des familles notamment du Cap, des rares parties de l'île où les gens sont marins en fait vraiment par histoire, qui ont émigré aux Amériques, surtout en Amérique du Sud, Porto Rico en particulier, qui ont fait des fortunes dans l'agriculture là-bas, après qui sont aussi les enfants nés là-bas, etc., et qui reviennent ici parfois en étant nés là-bas et de langue espagnole, et qui affichent leur immense réussite en se construisant ces palais, leur maison familiale, mais des trucs complètement démesurés. Hein, ils importaient des palmiers, ici des palmiers il n'y en avait pas, on avait des palmiers à la maison, c'était le plus grand luxe qu'on pouvait avoir, et qui faisaient aussi décorer leur maison, soit par des peintres italiens, où il y a toujours eu un foyer important ici, mais aussi des peintres corses qui, eux aussi, au XIXe siècle encore, appris de peintres italiens, de Livourne, donc en face, et développé leur propre style. Et donc des architectes et des peintres corses ont continué au XIXe siècle. Et effectivement, voilà, l'architecture religieuse ou cette architecture de représentation. Vas-y Céline, je t'ai coupé. C'est bon. C'est si vous avez des questions. Tu les as aussi dans certains appartements. Oui. Et oui, parce qu'on recevait aussi un appartement, donc on montrait toujours, il fallait toujours montrer qu'on a réussi. Voilà. Moi j'ai une question, alors je ne suis pas du tout une étudiante en architecture, etc. J'aimerais savoir dans quelle période se situe l'architecture baroque. Est-ce que vous appelez une architecture baroque? Je sais que c'est un peu un décor, enfin un aspect qui est assez lourd en détail, chargé, mais sinon je n'ai pas trop d'idées. Je pense que c'est le 17. Oui, c'est essentiellement 17e et 18e siècle. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a une opposition entre la sobriété du style littéraire et l'architecture de l'époque. Ils se lâchaient vraiment.
Ouais, parce que là c'était. Alors, Je sais pas, il devait se lâcher de l'architecture. parce que c'est une architecture religieuse. Et l'âge baroque, ça découle aussi c'est une réforme de l'Église, on est dans le dolorisme, dans le truc par l'émotion, donc il faut vraiment mettre le paquet. Quelque chose de Et voilà. Qui impacte les gens émotionnellement et qui les impressionne. Exactement. Comme disait José avec Eugenio Dors, qui a bien théorisé le baroque, il parlait d'abord de la période archaïque, après la période classique, quand on définit des canons. Ensuite, il y a le maniérisme, quand on commence à jouer avec les formes et tout ça. Puis on arrive au baroque, voilà, on se lâche au baroque, pour un retour à l'archaïsme. Voilà, donc c'est un peu cyclique dans la définition d'Eugenio Dors. Mais c'est vrai qu'on retrouve ça, on retrouve ça on le retrouve ça chez nous. Quoi, si tu regardes bien dans les périodes comme ce qui a été décrit, voilà, ça représente bien ça. À notre échelle, on a les démonstrations. Moi j'avais une question par rapport au projet de la tour. C'est quoi? C'est une tour génoise? Le projet c'est par rapport à quoi? C'est un musée? C'est une restructuration de la tour? C'est une tour génoise. Après on vous présentera aussi, puisqu'on vous présentera des projets quand on fait la petite présentation jeudi soir. Mais en gros c'est une tour génoise qui était à moitié écroulée. Et dans les années 70, il y a une colo de jeunes à Galéa, on ne sait pas pourquoi ils étaient là-bas, qui ont reconstruit le magasin, qui au départ était construit détaché de la tour, et ils l'ont reconstruit adossé à la tour. Et du coup, ils ont un petit peu noyé la forme du fût de la tour. Et l'idée du projet, c'était de retrouver cette forme en redétachant le magasin et avec les pierres de la déconstruction du magasin, construire le parapet, le garde-corps qui permettra d'accéder à l'étage. Mais sinon, le programme en lui-même, c'est juste une salle communale. Une espèce de salle de réunion pour la commune. Et un belvédère. Et un belvédère, oui. Et du coup, de donner l'accès à la tour à l'étage qui n'est pas possible. Le belvédère n'était pas demandé au départ, c'est vous pouvez dire. Si. Bon, il était. Non, mais le maire est architecte. Il est architecte. D'accord. Il faisait partie d'ailleurs de la colo dans les années 70. Il a été complice. De reconstruire Ça, ouais, c'est bien. Donc il essaye aujourd'hui pas contre l'idée qu'on de retrouver la silhouette d'origine. En gros, le but c'est de redonner. Parce que niveau même structure par rapport à la tour, est-ce qu'il y a un travail qui est fait structurel Non, la tour elle est bien. intacte. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'en construisant le garde-corps, on protège les arases aussi. Donc on empêche l'eau de rentrer, de lessiver les mortiers, de s'abîmer. En fait. Donc on va traiter la tour, mais elle était assez stable. Le seul problème qu'on avait, c'est que justement à la jonction entre le magasin et la tour, c'est comme toujours, c'est la jonction entre deux ouvrages différents qui n'étaient pas construits ensemble. Il y avait des entrées d'eau, il y avait des petits soucis, bon, c'était pas. Mais voilà, il y avait quelque chose. Enfin, il faut faire quelque chose parce que c'est toujours comme ça d'ailleurs. C'est pas encore. Le projet est un peu. Et du coup, le muret du belvédère, il est autoporteur. C'est une structure qu'à l'intérieur de. Oui, il est fixé dans le. Oui, c'est scellé, ça sera en béton en fait. Ouais, en béton. Il est posé sur la base de la tour. Ouais. Il est posé sur les. Non, il va pas jusqu'en bas, il est posé vraiment sur les. Ouais. Ah, ok. Oui. Parce que la base, certainement, alors là je ne sais pas comment c'est fait, mais souvent c'est carrément plein ou c'est une citerne. L'entrée se fait à l'étage. Oui. Donc, là, il y a une brèche. On conserve posé dessus. Ils ont fait une petite brèche en dessous, mais ouais. Merci. Mais on le verra plus en détail en fait jeudi ce projet. Ouais. Ouais, super. C'est parfait pour l'heure de l'apéro là. Oui, exactement. Non, voilà, écoutez, après. Non, merci. Ouais. C'était une belle démonstration de ce. Une belle introduction du séminaire. Oui. Ça amène un peu de légèreté dans les travaux de Marie Trébert qui a rédigé des centaines de pages sans images et sans dessin. Donc pour se plonger dedans, il fallait quand même vouloir en retirer des choses, quoi. Il fallait chercher, quoi. Il fallait vraiment. Voilà. Et là, tu amènes un peu de perspective, quoi.
perspective, c'est une reconnaissance internationale de l'architecture de la Corse. Ouais, c'est quand même pas mal. On n'a pas de prétention trop sportive. Voilà, donc, on a le plus beau stade de 3e division. Mais l'architecture, on espère un peu. Tu vois. Une autre question par rapport au style, le style baroque. Est-ce qu'il se retrouve principalement en Haute-Corse ou aussi dans la Corse du Sud où on peut avoir des... Alors, on a dans les grandes villes, mais les grandes villes, on fait venir des Italiens qui viennent, bon, c'est différent. Mais après que ça se développe, là c'est vraiment la Castagnic qui va après rayonne en Balagne, donc côté ouest, dans le Cap, qui vont un peu après même vers le sud. Et on a aussi encore du sud Bonifacio, c'est encore différent. On a une vraie ville génoise avec un dialecte génois et une architecture avec encore une écriture particulière et unique à cet endroit là-bas. Bastia, c'est encore un autre foyer, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus la Haute-Corse. La Haute-Corse. La Haute-Corse, c'est aussi, elle est en lien direct avec ses apports extérieurs. Parce que pour aller de l'autre côté, en fait, il faut traverser la montagne. À l'époque, on a une perception du territoire qui est faite dans son rapport avec la terre à ferme, donc l'Italie. Là, on voit l'Italie par temps clair, c'est-à-dire qu'à l'époque, on navigue en bateau. C'est plus court d'aller à Livourne que d'aller à Serra di Scopavene ou de l'autre côté à Popriano. Donc, les échanges sont plus naturels. Voilà. Merci. Ouais, Merci. beaucoup. Ouais.